importante. Atlanta, Géorgie, États-Unis. Le docteur Michael Sabom, l'un des fondateurs de l'Association internationale pour la recherche sur la mort imminente, exerce au Saint-Joseph Hospital. Une question essentielle reste sans réponse. Les courants cérébraux changent-ils au seuil de la mort? Des parties du cerveau sont-elles débranchées? L'enquête réalisée aux Pays-Bas n'avait pas livré de données à ce sujet. Lors d'un infarctus, les médecins font tout pour récupérer le patient. Pas le temps de faire un électroencéphalogramme. Mais Michael Sabom est tombé sur un cas inhabituel. Le dossier d'une patiente qui était morte selon les critères actuels de la médecine et dont on possède toutes les données minute par minute, même les mesures des courants cérébraux. Neurochirurgie, Phoenix, Arizona, en 1991. Préparation de la salle d'opération pour une intervention délicate. Il s'agit d'enlever un anévrisme, la malformation d'une artère, dans le cerveau de la patiente. Pas une goutte de sang ne doit circuler dans le cerveau durant l'intervention, soit pendant une demi-heure. Mais déjà au bout de 8 minutes, le cerveau serait détruit. Pour gagner du temps, on place le corps en hibernation à 15,5 degrés. L'activité électrique du cerveau est surveillée, de même que ce qui se passe dans le tronc cérébral. 2 heures après le début de la narcose, la scie à trépaner ouvre le crâne. Après 4 heures, le cœur s'arrête. Le corps est vidé de son sang. Les tracés électroencéphalographiques tombent à zéro. J'ai entendu un bruit mécanique. Ça m'a fait penser à la fraise du dentiste. C'était comme si le bruit me poussait et finalement, je suis sortie par le haut de ma tête. Dans cet état, j'avais une vision extrêmement claire de la situation. J'ai remarqué que mon médecin avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Il y avait un emplacement en haut, ça ressemblait à l'endroit où on met l'embout. Mais quand je l'ai vu, il n'y avait pas d'embout. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu une boîte. Elle m'a fait penser à la boîte à outils de mon père quand j'étais enfant. C'est là qu'il rangeait ses clés à douille. Cette boîte d'accessoires de la scie à trépaner ressemble vraiment à une caisse à outils. Et je dois avouer qu'étant cardiologue, je ne savais pas à quoi ressemblait une scie à trépaner. Alors, quand Pa m'a dit que l'instrument ressemblait à une brosse à dents électrique, j'ai pensé que c'était ridicule. Je n'avais jamais entendu une telle description. Je pensais que c'était plutôt un appareil du genre scie rotative. Mais ça ne ressemblait pas du tout à une scie. Ça fait effectivement penser à une brosse à dents électrique. À peu près au moment où j'ai vu l'instrument, j'ai entendu une voix de femme. Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. Et la voix disait que mes veines et mes artères étaient trop étroites pour évacuer le sang. Et le chirurgien lui a dit d'utiliser les deux côtés. Quand j'ai comparé la description qu'a fait Pam de ce qu'elle a entendu pendant l'intervention avec le rapport d'opération, j'ai découvert que ce dialogue avait effectivement eu lieu. L'autre point intéressant, c'est que ce dialogue a eu lieu au moment où Pam dit avoir fait cette expérience de sortie du corps. Je ne suis pas restée là très longtemps. J'ai soudain senti une présence. Et quand je me suis retournée, j'ai vu un minuscule point lumineux. Il semblait très très éloigné. Et quand je m'en suis approchée, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allée vers elle et elle m'a gardé tout près d'elle. Et plus je me rapprochais de la lumière, plus je commençais à voir des gens que je reconnaissais. J'étais impressionnée par le fait que ces gens avaient l'air merveilleux.
Ma grand-mère n'avait pas une apparence de vieille femme. Elle était radieuse. Tout le monde avait l'air jeune, sain et fort. Je dirais volontiers qu'ils étaient de la lumière, comme s'ils portaient des vêtements de lumière, ou comme s'ils étaient faits de lumière. Je n'ai pas été autorisée à aller très loin. Ils me gardaient très près d'eux. Je voulais en savoir plus sur la musique, sur le bruit d'une chute d'eau et sur les chants d'oiseaux que j'entendais, et savoir pourquoi ils ne me laissaient pas aller plus loin. Ils ont communiqué avec moi. Je n'ai pas d'autres mots pour exprimer cela, parce qu'ils ne parlaient pas comme vous et moi. Ils pensaient et j'entendais. Ils ne voulaient pas que j'entre dans la lumière. Ils disaient que si j'allais trop loin, ils ne pourraient plus me relier à mon moi physique. Nous avons les enregistrements médicaux du moment où cette expérience de mort imminente s'est produite. C'est l'une des premières fois que cela arrive. Nous pouvons maintenant étudier l'activité des ondes cérébrales. Nous pouvons aussi analyser tout ce qui s'est passé dans le corps physique au moment où nous savons que cette expérience s'est produite. Cela nous permet de répondre à des questions telles que l'expérience de mort imminente est-elle déclenchée par une crise du lobe temporal ou par une certaine activité électrique dans le cerveau? Eh bien, la réponse est non. Parce que les ondes cérébrales étaient plates et que le tronc cérébral était inactif au moment précis où cette expérience a eu lieu. Mon oncle m'a ramené en bas, à travers le tunnel. Et pendant tout le voyage, j'ai intensément désiré retourner dans mon corps. Cette idée ne me posait pas de problème. J'avais envie de revenir vers ma famille. Puis je suis arrivée à mon corps et je l'ai regardé et franchement, il avait l'air d'une épave. Il avait l'air de ce qu'il était, mort. Et je n'ai plus voulu y retourner. Mon oncle m'a communiqué que c'était comme sauter dans une piscine. Vas-y, saute dans la piscine. Mais j'étais toujours réticente à le faire. Et puis, il s'est passé quelque chose que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Il a accéléré mon retour dans le corps, en me donnant une sorte de coup, comme quand on pousse quelqu'un dans la piscine. Et quand j'ai touché le corps, c'était comme si j'étais tombée dans un bassin d'eau glacée. Et je ne l'oublierai jamais. Mon corps a fait comme ça. Des cellules nerveuses du cerveau vues au microscope électronique. Amsterdam, Pays-Bas. Institut national de recherche sur le cerveau. Le docteur Ernst Romein étudie la substance matérielle dont sont faites les pensées. Sa théorie sur l'origine de la conscience a fait sensation dans la communauté scientifique internationale. Romein distingue le cerveau, cette masse grise disséquée des milliers de fois, de l'esprit, le bioordinateur électrochimique de la psyché subjective. Ce que l'on découpe et dissèque dans ce laboratoire n'est que l'expression visible d'un esprit qui prend racine dans un ordre physique plus profond, affirme-t-il. L'esprit n'est pas indépendant du cerveau, mais il est en relation avec un autre plan, situé en dessous. Une théorie plausible, pas encore démontrée à ce jour, mais elle pourrait aider à mieux comprendre ce qui se passe à la frontière de la mort. Tout semble suggérer que notre monde physique n'est que la surface d'une réalité infiniment plus profonde, comme la surface de l'océan sur laquelle nous flottons avec nos bateaux. Mais il y a un océan infiniment profond de réalité en dessous dont nous ne savons rien. Nous commençons seulement à l'explorer de plus en plus profondément.
Je pense que si l'on rapproche tous les récits de personnes qui ont eu une expérience de mort imminente, on aboutit presque forcément à la conviction qu'ils sont des témoignages d'une autre réalité. La recherche de l'au-delà dans les synapses du cerveau prend provisoirement fin ici. Chacun voit-il ces images dans les minutes, les heures du passage? Pas sûr, mais possible. Tout le monde fait des rêves chaque nuit, plus de 1000 fois par an. Mais beaucoup de gens sont incapables de s'en rappeler un seul. Quand le corps paraît inconscient, l'esprit est peut-être déjà parti pour les vastes paysages de l'âme. Cet autre monde existe-t-il quelque part comme le croient les voyageurs depuis des millénaires? Ou n'avons-nous simplement pas encore trouvé la région du cerveau qui crée ces images? Mais même si ce n'était qu'un fantastique programme du cerveau qui pilote les voyages dans l'au-delà, la question essentielle demeure. La question du sens. Normalement, on s'attendrait, en tant que médecin, à ce que le cerveau se déconnecte dans ces situations, à ce qu'il ne produise plus qu'un blackout ou des hallucinations confuses. Le fait qu'il ne le fasse pas et qu'au contraire il accomplisse des choses très complexes, allant jusqu'à des perceptions extrasensorielles, jusqu'au jugement de sa vie passée, nous montre que le cerveau veut nous dire plus que simplement « c'est l'heure de tirer le rideau ». Et ce plus est justement ce que les survivants disent, à savoir que le cerveau et l'expérience elle-même indiquent qu'il peut y avoir une vie après la mort, et l'expérience de mort imminente nous prépare en quelque sorte à cette vie après la mort.